En août 1966, la découverte de deux hommes morts dans des circonstances étranges allait donner lieu à l'un des faits divers paranormaux le plus mystérieux jamais résolu à ce jour. 40 ans après, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé sur cette colline. Les deux hommes sont retrouvés morts avec des masques de plomb sur le visage. Pourquoi ces deux hommes portaient de tels masques? Et pourquoi ils sont morts au même moment d'une crise cardiaque? Quelle incroyable théorie pourrait expliquer la mort de ces deux hommes? Ça, c'est une bonne question. Là où Manuel da Cruz et Miguel Viana sont morts, les témoins jurent avoir observé des ovnis. Pour les enquêteurs, la seule piste possible est juste incroyable. Un ovni serait la cause de leur décès. Miguel Viana et Manuel da Cruz sont-ils parvenus, comme certains l'affirment, à entrer en contact avec des entités biologiques extraterrestres? Oh là là, j'adore cette histoire! Ce que l'on sait, c'est que ces deux victimes faisaient partie d'une secte, les spiritualistes scientifiques. Et apparemment, selon leurs croyances, ils tentaient d'entrer en contact avec des extraterrestres. Et certains pensent que leur mort serait la preuve qu'ils sont parvenus à leur but. Retour sur la mystérieuse affaire des masques de plomb ou l'incroyable histoire d'une communication avec une vie extraterrestre. Nous sommes au Brésil, le 20 août 1966, dans la petite ville de Niterói. Ce jour-là, Jorge da Costa Alves grimpe sur les collines de Vintem. Mais arrivé au sommet, le jeune homme va faire une découverte étrange. Et ce jour de 1966, ce jeune homme va s'en souvenir toute sa vie. Le jeune homme est très rapidement attiré par une odeur nauséabonde. Donc il ne sait pas ce que c'est, il n'arrive pas à l'identifier, alors il s'approche, croyant découvrir un animal mort. Sous un petit arbre près de bosquet, il découvre deux corps en décomposition avancée. Alors le jeune homme est bien sûr terrifié par cette vision, alors il ne se laisse pas décontenancer, il prend la bonne décision, il dévale la colline à toute allure et il va dans le premier poste de police qu'il trouve. Les policiers décident d'aller enquêter, mais ils ne s'attendent pas à découvrir une affaire terrible qui sera le feuilleton le plus incroyable qu'aura connu le Brésil. Au petit matin du 21 août 1966, les secours prévenus par Jorge da Costa Alves parviennent à rejoindre le sommet de ces collines difficilement accessibles. Arrivés sur place, ces hommes vont être confrontés à une situation particulièrement énigmatique. Les pompiers, les policiers remarquent immédiatement que la situation est anormale. La première chose que les policiers et les pompiers vont remarquer et qui est étrange, c'est la position des cadavres. Ils sont allongés, côte à côte, les bras le long du corps, comme s'ils étaient là pour observer les étoiles. Les deux hommes portent le même imperméable, le même ciré jaune, et encore plus surprenant, ils portent des costumes de ville, dans un endroit qui manifestement ne s'y prête pas du tout. Fait encore plus curieux, les policiers remarquent que les deux hommes portent une sorte de masque sur le visage. Alors au premier abord on dirait des lunettes, mais à regarder de plus près, les policiers remarquent que ce sont des masques de plomb. Alors première question, pourquoi ces hommes portaient-ils de tels masques? Le contexte de cette histoire lui confère tout de même déjà là une aura quelque peu fantastique. En fouillant les hommes, les policiers trouvent leurs papiers d'identité. Il s'agit de Manuel da Cruz et Miguel Viana. Ils ont 32 et 34 ans et sont tous les deux techniciens en électronique. Ils sont tous les deux mariés et pères de famille. Les policiers vont découvrir que ces deux hommes sont originaires de la ville de Campos. Je sais même pas où c'est moi, Campos. Une ville qui se trouve à 300 km du lieu où ils se trouvent. Qu'est-ce que ces deux pères de famille en costard-cravate, imperméable et masque de plomb morts sur cette colline foutent ici? Ça, c'est moi qui pose la question. Les policiers vont fouiller les deux hommes et ils vont trouver un petit carnet. Et dans ce carnet, il y a des inscriptions totalement indéchiffrables, comme si c'était un code secret. Les policiers vont mettre cet élément de côté pour l'instant, mais ils vont se rendre compte plus tard que c'est un élément très important. À ce stade de l'enquête, on est incapable de dire de quoi sont morts ces deux hommes. Il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a pas de traces d'alcool, il n'y a pas de traces de drogue, il n'y a pas d'armes autour d'eux. Donc les enquêteurs se posent la question de quoi sont morts ces deux hommes. J'adore cette histoire. Et l'autopsie va rajouter encore un peu de mystère à la mort de ces deux hommes puisqu'elle va conclure que ces deux hommes sont morts d'une crise cardiaque au même moment. Comment ces deux hommes en parfaite santé peuvent-ils mourir d'une crise cardiaque en même temps? Techniquement, c'est juste impossible. Alors la police est à ce stade un petit peu perplexe quand même, on peut se mettre à leur place, mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils vont découvrir. Alors que la police fait une enquête de voisinage, le témoignage des habitants du coin vont jeter sur cette affaire un voile encore plus étrange. Une mère de famille habitant le secteur va témoigner que ce 17 août à 19 h, elle va voir dans le ciel, alors qu'elle était en train d'étendre son linge, quelque chose de très particulier. Cette personne va décrire aux policiers un objet de forme ronde qui crachait des étincelles.
Cette chose se serait immobilisée au sommet de la colline, là où se trouvaient les deux hommes. Et puis tout à coup, elle a redécollé et elle a disparu. Dans un premier temps, la police ne va pas donner de crédit à ce témoignage, sauf que un autre témoignage va corroborer celui-ci. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous pouvez annuler. Très bien, j'avais pas l'info, donc... Merci beaucoup, merci. Au revoir. Je suis très demandé. Cette dame s'appelle Gracinda da Souza. T'as vu mon accent là? Elle va expliquer que cette journée du 17 août, elle était en voiture avec ses enfants. Et soudain, sa petite fille qui s'appelle Denise a tendu le doigt vers le ciel et elle va dire à sa mère: regarde maman, il y a une chose étrange au-dessus de la colline. Elle raconte qu'elle a tourné la tête vers la colline et elle a vu au-dessus de la colline un objet étrange, rond, fluorescent, qui flottait au-dessus de la colline. Elle va expliquer que cet objet qui clignotait de partout a tout d'un coup lancé une lumière très bleue vers le sol avant de disparaître. Cette femme dira que la scène a duré à peu près 3 à 4 minutes. Évidemment, la police trouve tout ceci très étrange. On se met à leur place. La police décide d'interroger séparément la mère et les enfants et elle ne trouve aucune contradiction dans les témoignages. Ce qui est troublant, c'est que ces deux femmes ne se connaissent pas et elles ont pourtant vu la même chose. Et fait encore plus troublant, certains témoins déclarent avoir vu Manuel et Miguel escalader la colline en fin d'après-midi. Alors la police se pose forcément la question, est-ce que tous ces événements sont liés? La mort des deux hommes et l'observation d'un objet volant non identifié au même moment. L'heure estimée de la mort des deux hommes correspondant à l'heure de l'observation de l'OVNI. Alors que s'est-il vraiment passé ce soir-là, le 17 août 1966? Quel est le lien entre ces deux hommes et les témoignages d'observation d'OVNI? À ce stade de l'enquête, les enquêteurs sont obligés de tenir compte d'éléments qui sont complètement irrationnels. À ce moment-là, les enquêteurs vont s'intéresser à un élément qui avait été jusqu'à maintenant mis de côté. Le fameux petit carnet retrouvé sur le corps des victimes, sur lequel étaient griffonnées des formules mathématiques incompréhensibles. Et encore plus étrange, dans ce carnet, il a été trouvé des notes comme une marche à suivre, une sorte de mode d'emploi. À 16h30, il faut se trouver à l'endroit désigné. À 18h30, avaler les capsules avec une orange. Si, c'est pas des conneries. Et une fois l'effet en cours, se cacher les yeux avec des masques en plomb. Qui leur a donné ces instructions? Ou alors pourquoi auraient-ils eux-mêmes planifié ces instructions? Alors la première question qui se pose pour les enquêteurs, c'est s'il y a des capsules, est-ce que ce ne seraient pas ces capsules qui ont été ingérées qui auraient provoqué la crise cardiaque? Encore une fois, les policiers sont face à une énigme puisque l'autopsie n'a rien révélé au niveau de capsules ingérées dans l'estomac. Et il y a un témoin sur lequel particulièrement les enquêteurs vont s'arrêter et ça va faire basculer l'histoire. Si, c'est possible. Nous sommes le 27 août 1966, 10 jours après la macabre découverte. Ce jour-là, la police dit avoir arrêté un proche des deux victimes, un certain Elcio Gomez, qui va donner à cette enquête une tournure carrément surnaturelle. Ce jour-là, le quotidien journal do Brasil annonce que la police est en train d'interroger un certain Elcio Gomez, qui est ami des deux victimes. L'homme se dit pilote dans l'aviation civile. Pour les policiers, à première vue, c'est une personne tout à fait normale. Mais lors de son interrogatoire, Elcio Gomez va faire des révélations quelque peu étranges, qui vont sidérer les forces de l'ordre. Elcio Gomez va expliquer qu'avec ses deux amis, il faisait partie d'une société secrète, les spiritualistes scientifiques. C'est une espèce de club d'adeptes du spiritisme. Il va déclarer également que Yana et Da Cruz, grâce à leurs connaissances électroniques, avaient pour projet d'entrer en contact avec des entités biologiques extraterrestres. Il déclare également à la police qu'il pense très sérieusement que ses deux amis sont peut-être arrivés à leur but. Il raconte aussi que les deux hommes l'avaient un jour invité sur une plage et là, il avait assisté à un événement carrément surnaturel. Le 13 juin 66, il a accompagné ses deux amis sur la plage d'Atafona. Ce soir-là, il a vu un ovni très lumineux s'approcher du rivage de la plage. Cette soucoupe volante se serait approchée, se serait mis au-dessus d'eux en stationnaire pendant à peu près 5 minutes et aurait ensuite disparu en un éclair. Il raconte qu'il avait l'impression que les deux hommes savaient précisément ce qu'il se passait et comment ça allait se passer. Tout semblait prévu. Bon, bien sûr, la police, ils vont avoir un petit peu de mal à avaler la pilule. Sauf que ce témoignage va être accrédité par d'autres témoignages
qui affirme au même moment, le même jour et à la même heure, la même observation d'un objet volant non identifié au-dessus de cette plage. Alors là, on rajoute du mystère au mystère, hein. C'est vraiment une histoire à double fond, quoi. À chaque fois qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc encore plus bizarre, encore plus bizarre. Il y a même une rumeur qui court à ce moment-là, mais ça c'est une rumeur, que l'armée aurait capté des signaux radio étranges ce jour-là et que depuis, ils avaient ouvert une enquête. Au Brésil, cette affaire va faire un buzz incroyable dans tout le pays, puisqu'il semblerait pour beaucoup de gens que ces deux hommes auraient vraiment été en contact avec une civilisation extraterrestre. Manuel da Cruz et Miguel Viana sont-ils parvenus à entrer en contact avec une population extraterrestre? Si la mort inexpliquée de ces deux hommes intrigue, elle ressemble étrangement à un autre décès, tout aussi mystérieux, survenu 4 ans auparavant. On apprend que le journal Faula de Sao Paulo avait édité le 31 août 62 un article rapportant des faits totalement similaires à ce qui s'était passé sur la colline de Viltem. L'article raconte qu'un homme a été retrouvé mort sur la colline de Cruzeiro, près de Neves. Cet homme a été retrouvé mort et manifestement, il avait pour profession technicien en électronique. On ne sait pas de quoi cet homme est mort, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a le même profil que les deux autres victimes. Cet homme portait le même type de vêtements et aussi un masque de plomb sur le visage. Même s'il y a 4 ans d'écart entre les deux affaires, on est en droit de se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous ces cadavres portaient des masques de plomb? Et de quoi sont-ils morts? Alors aujourd'hui encore, le mystère reste entier. On ne sait toujours pas de quoi ces hommes sont morts. À ce jour, cette affaire n'est toujours pas résolue. Le dossier a été classé par les autorités brésiliennes. Malgré tout, les Brésiliens sont persuadés qu'ils ont été les témoins d'un des plus grands mystères de tous les temps. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. Allez, on attaque la petite fac. C'est-il pas une bonne idée? Mais si, c'est une bonne idée. Une question de Mathias. Mathias qui me demande pourquoi Seb n'est plus dans les vidéos. Alors, attends, je vais remettre mon micro d'abord. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. En fait, Seb est une star. Vous ne le saviez peut-être pas, mais voilà, il est acteur, et acteur de cinéma, donc il tourne, il est très occupé. Là, tous ces temps-ci, il était sur une série télé avec Eric Cantona, donc voilà, et donc voilà, il bosse beaucoup. Mais il va revenir. Quand exactement, je sais pas, mais il reviendra peut-être au coup par coup, évidemment avec sa petite rubrique humoristique. Puis bien sûr, il va m'accompagner à nouveau dans les explorations, mais je peux pas vous dire quand, parce que entre mes programmations d'explo, les feats que je vais faire, et voilà, il faut qu'on arrive à se caler là-dessus, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Ça fait un moment que je le dis, mais vous inquiétez pas, il va revenir, c'est sûr. Allez, la question de merde. Et là, on a un truc. C'est une question de Mastoc99 qui me dit: encore un mytho qui sévit sur YouTube. T'as aucun résultat dans tes enquêtes. En plus, tu fais croire aux gens que t'as 53 ans, 54, pour qu'ils disent que tu fais jeune. Oh putain. Allez, révise ta syntaxe, mec, et puis les fautes d'orthographe. T'as aucun résultat. T'as T-A. Non mais vous le croyez? Tu sais, il y a un petit truc qui s'appelle l'apostrophe, mec. Déjà, commence par ça, et puis on arrivera à te relire, parce que là, c'est des hiéroglyphes, ton machin. Alors, encore un mytho qui sévit sur YouTube. Là encore, je peux pas juger, c'est ton avis, et je le respecte. Tu crois que je suis un mytho? Soit. T'as aucun résultat dans tes enquêtes. Alors j'ai déjà répondu à cette question plein de fois, mais manifestement tu n'as pas regardé mes autres vidéos. Si j'ai pas beaucoup de résultats, c'est peut-être parce que je ne fais pas du fake. Tu vois le truc? Dis-toi que lorsque tu commences à voir des fantômes en vrai, lorsque tu commences à voir des objets qui bougent, lorsque tu commences à voir des démons, à avoir une conversation vocale avec des entités démoniaques, ben dis-toi que très certainement que c'est des conneries. Moi, je suis pas là pour raconter des histoires, je suis là pour trouver des réponses. Mais je me refuse à croire n'importe quoi. Donc forcément, je vais être pointilleux sur les choses que je recherche, sur les sons que j'entends. Sur là, je vais analyser le plus sérieusement possible avec mes maigres moyens techniques, afin que si je trouve quelque chose de pertinent, eh bien que je puisse en toute conscience me dire que c'est potentiellement paranormal. Je m'étale pas là-dessus parce que manifestement tu ne comprends pas. En plus, ça c'est ma préférée, donc en plus tu fais croire aux gens que tu as 53 ans, non j'en ai 54, pour qu'ils disent que tu fais jeune. Alors ça c'est tordu quand même, parce que il faut vraiment être très manipulateur pour dire, en général c'est tout le contraire, hein, pour dire aux gens j'ai 54 ans ou 53, peu importe, alors que t'en as 10 de moins, tu vois. Enfin, c'est tout ça pour que les gens te disent ensuite, ben oh ah, qu'est-ce que tu fais jeune. Enfin, c'est complètement con de dire que, enfin, d'où tu sors ça en fait? Non, j'ai 54 ans, voilà. Mais franchement, t'es tordu dans ta
tronche Mastoc, mais c'est pas vrai, des gens comme ça, je te jure. Putain, mais faut sortir un peu, mec, va voir un psy, fais quelque chose, quoi. Franchement, tu me fais de la peine. Tu me fais vraiment de la peine parce que je t'en veux même pas pour me prendre pour un mytho. Moi, je suis toujours parti du principe que quand on est sur YouTube, il faut accepter la règle de la critique. Il y aura toujours plus de gens qui vous détesteront plutôt qu'ils vous aimeront. C'est inhérent à toute activité qui va vous mettre en avant. Pour toi, je suis un mytho, soit. Bref, passons. J'espère que ma réponse te conviendra, mon petit Mastoc. Je te fais un bisou sur le cul et je te dis à très bientôt. Voilà, c'est le moment de se quitter. Je vous donne rendez-vous samedi pour une exploration que j'ai fait avec une autre équipe d'investigateurs qui s'appelle les Raziel Investigations. Et nous avons été dans un endroit, mais je vous raconte pas, c'est la première fois que j'arrivais dans un endroit comme ça. C'est une ancienne colonie de vacances au sein de laquelle il y a eu un enfant qui est mort dans les années 30, d'après ce que je me rappelle. En tout cas, dès qu'on est arrivé sur les lieux, les K2 se sont affolés. Tous les K2 de l'équipe se sont affolés. Je vous donne rendez-vous samedi. Passez une bonne semaine. Bisous. C'est un bisou un peu sérieux, hein. Non. Je vous donne rendez-vous samedi. Bisous. Bisous. Je vous donne rendez-vous samedi. Bisous. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien.